Voilà cette prise de parole, celle d'Emmanuel Macron et de Joe Biden, déclaration commune que vous allez suivre sur France 24 et on se retrouvera juste après. Madame l'ambassadrice, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Président, vous nous faites l'honneur d'une visite d'État en France après votre présence et celle de votre épouse, Dr Jill Biden, lors du 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Merci pour cela. Je crois que vos vétérans, nos vétérans et ceux de toutes les forces alliées ont été honorés durant ces jours par votre présence, celle des nombreux leaders à vos côtés le 6 juin dernier et par la chaleur de l'accueil populaire qu'ils ont pu ressentir. Vous avoir à nos côtés dans cette période dit beaucoup de la force de notre alliance et de ce qui lie les États-Unis d'Amérique à la France. Une union de sang versé au service de la liberté et de l'indépendance de nos nations. Et c'est ce fil, malheureusement de sang, qui lie nos deux drapeaux et nos deux nations. Merci en tout cas infiniment de votre présence. Nous avons pu, avec le Président aujourd'hui, évoquer les grands dossiers qui font aujourd'hui le cours du monde et nous engagent, au premier chef duquel l'Ukraine. Aujourd'hui, en Ukraine, des femmes et des hommes se battent avec un courage remarquable, animés par la volonté de ne rien céder face à l'agression russe, que rien ne venait justifier. Nous avons collectivement réagi pour apporter notre soutien à cette nation européenne qui lutte pour sa survie et pour sa liberté, et nous continuerons de le faire aussi longtemps et avec autant d'intensité que nécessaire. Je veux ici à nouveau vous remercier, Monsieur le Président, pour l'engagement des États-Unis d'Amérique et les décisions encore récentes que vous avez confirmées, qui vous ont placé à nos côtés, surtout dans un rôle essentiel sur ce conflit. Je l'ai dit à plusieurs reprises, se joue la sécurité et la stabilité de notre Europe. Merci pour cela. Et je crois que nous avons une vue commune sur la guerre qui se joue aujourd'hui en Ukraine. Nous avons pris ensemble beaucoup de décisions communes. L'autorisation que nous avons donnée pour que l'Ukraine puisse frapper ses agresseurs en défendant son territoire. Les efforts importants consentis par nos pays pour armer, former, équiper l'armée ukrainienne. Et nous avons ces derniers mois bâti plusieurs décisions fondamentales. Nous avons évoqué les détails sur, évidemment, la guerre qui se joue là-bas. Nous nous retrouverons sur ce sujet au sommet du G7, où, nous l'espérons l'un et l'autre, l'ensemble des membres du G7 pourront s'engager à nouveau à un versement de solidarité à l'égard de l'Ukraine de 50 milliards de dollars, puis la conférence de paix qui se tiendra en Suisse, où vous serez représentés, et qui sera une étape pour structurer les débats, et le sommet de l'OTAN à Washington. En tout cas, sur la question de l'Ukraine, notre vue est commune, c'est celle du respect du droit international, de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, de ce droit fondamental pour nos nations. Et merci une fois encore d'être aux côtés de l'Europe. Cette coordination étroite entre les États-Unis et la France se prolonge sur d'autres terrains de crise, car il ne saurait y avoir deux poids, deux mesures. Bien que nous soyons confrontés à une multiplication de foyers de crise, nous agissons sur la base des mêmes principes avec la même détermination. À Gaza, nous voulons obtenir la libération immédiate des otages. Et à ce titre, nous nous félicitons des 4 otages israéliens libérés ce jour par l'armée israélienne. Nous voulons parvenir à un cessez-le-feu immédiat et ouvrir la perspective d'une solution politique, la seule à même de créer les conditions pour une paix juste et durable et répondre aux demandes de sécurité des deux peuples. C'est la raison pour laquelle nous soutenons la proposition d'accord global des États-Unis. Après 9 mois de conflit, la situation à Rafah, comme le bilan humain, sont inacceptables. Il est aussi intolérable qu'Israël n'ouvre pas tous les points de passage à l'aide humanitaire, comme la communauté internationale le demande depuis plusieurs mois. Et nous réitérons notre demande de cesser le feu pour que l'aide puisse arriver massivement. Le Conseil de sécurité doit, à ce titre, pouvoir jouer tout son rôle. En parallèle, nous allons redoubler d'efforts en commun pour éviter une explosion régionale, notamment en Liban, où nous partageons l'urgence à avancer
sur des paramètres de désescalade sur la ligne bleue, comme sur le volet institutionnel. Nous avons acté une coordination étroite entre nos deux pays dans les discussions avec Israël d'une part et avec le Liban et l'ensemble des parties prenantes d'autre part. S'agissant de l'Iran, nous faisons le même constat d'une stratégie d'escalade, tous azimuts, qu'il s'agisse des attaques sans précédent contre Israël, des manœuvres de déstabilisation régionale ou bien sûr du programme nucléaire iranien. Nos deux pays sont déterminés à exercer les pressions nécessaires pour enrayer cette tendance, ce que nous avons encore démontré il y a quelques jours à peine en adoptant ensemble une résolution à l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est la même coordination et la même volonté qu'il n'y ait pas de double standard qui est au cœur aussi de notre coordination en Afrique, dans les crises au Soudan, dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans l'ensemble des points de tension régionale. Au-delà des crises, nos deux pays, animés par le même sens du leadership, vont continuer d'agir pour répondre aux défis de notre temps, en particulier ceux qui touchent les pays les plus vulnérables. C'est cette unité que nous voulons pour rendre justement l'ordre international plus juste. C'est tout le sens du pacte de Paris pour les peuples et la planète, sur lequel nous allons travailler ensemble, mais aussi des initiatives portant sur une fiscalité plus efficace, notre action pour accélérer la sortie du charbon, ou les préparatifs en vue de la conférence des Nations Unies sur l'océan, comme notre mobilisation sur la santé mondiale avec un sommet qui se tiendra pour l'Alliance du vaccin auquel nous travaillons ensemble et qui se tiendra à Paris dans quelques semaines. C'est la même volonté aussi qui est au cœur de la trêve olympique qui a été agréée par une résolution des Nations Unies il y a maintenant quelques jours. Sur le plan économique, nous avons exprimé également les mêmes inquiétudes à l'égard des pratiques potentiellement déloyales de la Chine ayant pour conséquence la création de surcapacités, sujet d'une telle importance pour l'économie mondiale que nous devons agir de manière coordonnée. Lors de ma visite en décembre 2022, j'avais eu l'occasion d'expliquer les conséquences de l'Inflation Reduction Act sur l'économie européenne. Nous en avons parlé à nouveau. Cette législation est utile. Elle permet de contribuer, même d'accélérer la décarbonation de l'économie américaine et donc la mise en œuvre de l'accord de Paris. Notre volonté est véritablement que nous puissions aller vers une resynchronisation de nos économies entre les États-Unis d'Amérique et les économies européennes, en termes de régulation, en termes de niveau d'investissement, et sur les grands domaines comme aussi ceux des clean tech, de l'intelligence artificielle, mais également des sujets agroalimentaires. Enfin, nous voulons construire aussi sur le plan bilatéral une coopération renforcée. Les étudiants américains, les chercheurs américains, les entrepreneurs américains sont les bienvenus dans notre pays et nous souhaitons qu'ils soient encore plus nombreux. Nous avons aussi des coopérations bâties lors de la visite d'État de décembre 2022, en tout cas renforcées à cet égard. Je pense au nucléaire civil et au spatial où nous souhaitons aller plus loin. Et d'ailleurs, depuis, plusieurs accords ont été signés entre le CNES et la NASA sur l'observation de la Terre, entre autres, ou sur le sujet du programme Artemis. Je suis aussi fier de pouvoir dire aujourd'hui que le premier TGV américain, construit par Alstom, sera mis en service aux États-Unis d'ici la fin de l'année, ce qui est la marque aussi d'une coopération accrue entre nos industries ferroviaires. Réussite qui marque notre ambition économique et de transition énergétique en ayant recours à l'excellence technologique française. Je veux aussi saluer ici l'importance des investissements américains en France, encore très présents lors du sommet de Choose France il y a quelques semaines. Et la France va également lancer une fondation inédite à hauteur de 100 millions d'euros qui va nous permettre d'augmenter massivement les échanges universitaires et de recherche entre nos deux pays. Et je veux remercier les entreprises qui se sont joints à cet effort, en particulier l'engagement de CMA-CGM. Cette nouvelle initiative fera suite au succès de la Villa Albertine qui, dans plusieurs villes de votre pays, a d'ores et déjà accueilli 180 créateurs et intellectuels en l'espace de 2 ans. Au total dans une 50aine de villes. Je ne serai pas plus long, mais je veux dire là que sur les guerres aujourd'hui qui endolorissent le cours du monde, sur les grands sujets internationaux comme sur la relation bilatérale,
nous avons à cœur avec le président Biden d'avancer sur une feuille de route commune qui est la confiance dans le progrès, la confiance dans l'investissement, la relance, l'innovation, une volonté de créer des emplois aux États-Unis comme en Europe pour nos travailleurs, une volonté d'être au rendez-vous de la décarbonation de nos économies et de bâtir la paix. De le faire sans naïveté, c'est-à-dire d'être aux côtés de ceux qui résistent, de le faire sans naïveté, c'est-à-dire de chercher les accords, y compris les plus exigeants. Et pour cela, Monsieur le Président, je vous remercie d'être le président de la première puissance mondiale, mais de le faire avec la clarté et la loyauté d'un partenaire qui aime et qui respecte les Européens, et celui qui veut justement bâtir ces accords, de l'Ukraine au Proche-Orient en passant par ceux que nous voulons maintenant reprendre sur le plan économique. Merci d'être présent sur tous ces dossiers et merci une fois encore d'honorer Paris, la Normandie et la France de ces célébrations et de cette visite d'État avec votre épouse. Merci, Président. Monsieur le Président, je vous remercie. C'est un véritable honneur pour moi d'être ici, en Normandie également. C'était très émouvant. C'était très émouvant d'être également aux Champs-Élysées. Une expérience particulièrement émouvante pour toute la délégation. La France a été notre premier ami. Et encore aujourd'hui, la France est un de nos meilleurs amis. Cette semaine, nous avons réaffirmé cette amitié de manière très marquée. Avant de commencer mon propos, je tiens à reprendre à mon compte les commentaires du président Macron. Nous nous félicitons de la libération des otages. Nous continuerons à travailler jusqu'à ce que tous les otages aient été libérés et qu'un cessez-le-feu ait été décrété. C'est essentiel. Ensemble, nous avons célébré le 80e anniversaire du débarquement. Nous avons honoré la mémoire des différentes parties prenantes. Beaucoup d'hommes sont revenus en Normandie pour exprimer leur dévotion. Nous avons eu l'occasion d'entendre leur histoire, de leur serrer la main. Nous n'oublierons jamais leurs histoires, nous n'oublierons jamais ce souvenir. Par ailleurs, je sais que je n'oublierai jamais ce souvenir, mais je tiens à remercier le président Macron, Madame Macron également, et le peuple français. Merci beaucoup. Grâce à vous, nos héros se sont sentis accueillis. On le ressentait, on le voyait. Nous n'oublierons jamais ce que ces héros ont fait. Cette semaine, nous avons montré une fois de plus au monde la puissance de l'Alliance et ce que nous sommes capables de faire lorsque nous sommes ensemble et soudés. Voilà ce que représente la relation entre les États-Unis et la France. Nous le voyons en Ukraine. Nos deux pays font front avec l'Ukraine afin de repousser l'agression de Poutine. Hier, nous avons annoncé une nouvelle assistance à l'Ukraine, le 6e paquet d'assistance depuis que nous avons signé une loi un petit peu plus tôt cette année. J'aurais aimé le faire plus tôt, il y a 6 mois plus tôt. 61 milliards de dollars de plus pour aider l'Ukraine. Et je félicite la France et nos alliés européens pour leur leadership également. L'UE a offert 107 milliards de dollars pour aider l'Ukraine depuis le début de la guerre. Nous savons ce qui risque de se passer si Poutine l'emporte et s'il réussit à assujettir l'Ukraine. Et Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Ce n'est pas simplement l'Ukraine qui est en danger. Cela va plus loin que l'Ukraine. Toute l'Europe serait menacée. Les États-Unis ne vont pas laisser ce genre de choses se passer. Nous restons solidaires avec l'Ukraine, avec nos alliés, avec la France. Nous n'abandonnerons pas, nous ne nous inclinerons pas. Les États-Unis et la France travaillent ensemble pour renforcer la sécurité et une prospérité partagée. Dans la région Indo-Pacifique, nous sommes ensemble pour promouvoir la liberté de navigation et pour des pratiques économiques justes au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Nous travaillons ensemble pour la paix et la sécurité, pour lutter contre le terrorisme et promouvoir la sécurité alimentaire. Face à la menace climatique,
climatique, une menace toujours plus prégnante. Nous travaillons ensemble pour accélérer la transition vers la neutralité carbone. C'est une menace existentielle pour l'humanité. La seule menace existentielle, même en incluant les armes nucléaires. Je pourrais poursuivre. Chaque jour, les Américains et les Français échangent à différents égards des liens économiques, de la collaboration dans la science et la technologie, des échanges en matière d'éducation. Il y a plus d'Américains qui viennent en France, mais on a peur qu'ils ne rentrent pas à la maison. Parce que vraiment, c'est un très beau pays que vous avez, un très beau pays qu'est la France. Ces liens entre amis, entre familles continuent à se renforcer. Le lien entre nos nations est fort et large et est ancré dans des éléments les plus importants des valeurs partagées. C'est vrai aujourd'hui, c'est vrai depuis le tout début. Dans quelques semaines, les États-Unis vont célébrer le 4 juillet, la fête nationale, le jour de notre indépendance. Cette journée n'aurait pas été possible, cette indépendance n'aurait pas été possible sans l'aide de la France. Nous sommes une nation grâce à la France, en grande partie. Vous êtes intervenus lorsque nous avions besoin de vous. Voilà ce que représente le 4 juillet. Cet accomplissement n'aurait pas été possible sans le soutien de la France. Aujourd'hui, je suis ici fièrement aux côtés de la France pour soutenir la liberté et la démocratie dans le monde entier. Voilà ce que cette semaine incarne. Monsieur le Président, il y a beaucoup de choses dont nous avons parlé. Nous allons continuer à échanger. Vous êtes devenu un très bon ami et j'apprécie énormément la coopération et nos échanges. Merci, merci, merci. Thank you, President. Voilà pour cette prise de parole, cette déclaration commune d'Emmanuel Macron et de Joe Biden que vous avez suivie en direct sur nos antennes. Bruno Darroux, vous avez également suivi cette prise de parole à mes côtés. Les deux présidents ont finalement réitéré le soutien qu'ils se portent, l'appui qu'ils se portent et aussi cette alliance qu'ils souhaitent préserver. Il y a également le président américain qui a salué la loyauté du président français. En somme, cette séquence qu'on a vue ces derniers jours lors des commémorations, elle est confirmée là, dans cette prise de parole, quant à plusieurs dossiers. On va y revenir dans le détail. Oui, bon, écoutez, on peut résumer ça par la formule qui a été employée par Emmanuel Macron, je crois, sur la feuille de route commune aux deux pays. Bon, ça a été rappelé évidemment par les deux présidents, deux pays qui partagent des valeurs démocratiques et depuis fort longtemps, 1776 pour les Américains, ça a été évoqué par Joe Biden. Première tentative en France, 1789. Après, ça a été un peu plus compliqué, mais on y est arrivé aussi. Et donc, et puis le rappel de l'aide de la France aux États-Unis au moment de l'indépendance. Bref, on pourrait dire que tout baigne en ce moment entre la France et les États-Unis. C'est pas toujours le cas. Parfois, il y a des frictions. Il y a eu des frictions il y a un peu plus de 2 ans au moment de l'affaire des sous-marins australiens. Mais là, franchement, qu'il s'agisse effectivement de l'Ukraine, de Gaza, alors de l'économie, globalement, on va quand même nuancer. Les deux pays sont sur la même longueur d'onde. Sur l'Ukraine, en tous les cas, c'est beaucoup plus clair. Sur sur l'Ukraine, c'est beaucoup plus clair. Disons qu'Emmanuel Macron estime que, sur la réaction collective, les aides financières et militaires, il renvoie au sommet du G7, il renvoie à la conférence. Oui, voilà, le G7 qui devrait annoncer une nouvelle aide de 50 milliards de dollars. Ce qui est quand même considérable. Sur les frappes en territoire russe pour Emmanuel Macron, c'est acquis. On sait que côté américain, c'est pas assez simple, c'est un oui de principe, mais enfin bon, si on peut éviter quand même de trop frapper le territoire russe, ce serait mieux, parce que Joe Biden veut éviter une escalade. Donc là, il y a une petite divergence. Mais enfin, globalement, quand même, les objectifs sont partagés. Sur Gaza, là aussi, globalement, même vision. Alors, le président français et le président américain, le président français d'abord parle de cessez-le-feu, de solution politique. Quand il parle de solution politique, on pense à quoi? Et on voit aussi si le président américain... La solution politique, c'est penser à l'après-guerre. Et là aussi, les États-Unis et la France sont à peu près sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire être capable de trouver une autorité civile qui ne soit ni le Hamas ni Israël, pour gérer la bande de Gaza, et ensuite passer à une étape plus politique. Bon, ce sont plutôt les Israéliens, l'actuel gouvernement israélien, et en particulier le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui n'est pas sur cette ligne. Alors les deux présidents se sont félicités de la libération des 4 otages israéliens, évidemment. En rappelant qu'un plan de paix avait été proposé par les Américains également. Oui, absolument. Et puis,
Et puis, globalement, sur le Moyen-Orient, même approche concernant les menaces posées par l'Iran, la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, une page côté Macron, d'ailleurs, hein, pas côté Biden, sur l'économie. Le président français a rappelé que les conséquences de l'IRA, l'Inflation Reduction Act, avaient été pas mal pour l'économie américaine parce que ça permettait la décarbonation de l'économie américaine, mais il a insisté à nouveau sur la nécessaire resynchronisation des économies américaines et européennes. Alors, il l'avait déjà fait lors de sa visite d'État en décembre 2022. Là, Emmanuel Macron parle en tant que Français, en tant qu'Européen, et dit aux Américains, bon, franchement, cette manne de plusieurs dizaines de milliards déversés sur l'économie américaine, certes, ça contribue à décarboner, mais c'est vraiment de la concurrence qui est dure pour les Européens en termes de taxes, en termes de subventions. Bon, mais même là, Emmanuel Macron n'est pas allé trop loin dans la discordance, puisqu'il a dit que quand même, le principal problème économique et des États-Unis et de l'Europe, c'était la concurrence déloyale de la Chine. Donc là aussi, l'ennemi commun est désigné, et clairement, la France se met du côté des États-Unis, mais donc fait entendre quand même sa petite musique sur ce dossier économique. Quant à Joe Biden, il a été assez rapide d'abord, en rappelant aussi les efforts des Européens concernant l'aide à l'Ukraine et en insistant sur le fait qu'il fallait continuer. Et puis après, bon, c'était un peu lyrique sur l'amitié de valeurs partagée par la France et les États-Unis, qu'Emmanuel Macron est devenu un bon ami. Bon, tout ça est très bien. Mais alors, et justement, cette séquence-là, ce rapprochement acté, cette amitié une nouvelle fois vantée, on sait que dans quelques mois, la donne peut changer, les choses peuvent basculer. L'un et l'autre ont en tête la présidentielle de novembre prochain. C'est pour ça qu'il y a eu en creux quelques formules. Alors la formule d'Emmanuel Macron disant que les Américains étaient restés des partenaires loyaux avec leurs alliés européens. Joe Biden disant que la France restait un partenaire loyal, un ami. Bon, tout ça, ça veut dire, pour le moment, tout est comme ça, quoi. Et c'est aussi un appel peut-être à l'électorat américain pour tenter de préserver justement cette amitié-là oui, enfin, Emmanuel Macron, alors peut-être plus de la part de Joe Biden. Emmanuel Macron, lui, ne peut pas lancer un appel aux électeurs américains, donc il ne le présente pas comme ça. Mais il dit que, voilà, l'alliance, toutes les alliances diplomatiques, militaires, etc., entre l'Europe et les États-Unis, pour le moment, fonctionnent bien, notamment sur le dossier ukrainien. Et même sur Gaza, avec donc quelques petites différences sur le plan économique, mais oui, on a l'impression que c'est comme ça pour le moment. Donc on sent bien qu'en creux, il y a donc cette inquiétude si Donald Trump devait arriver sur l'importance accordée à l'Europe, l'importance accordée à la guerre en Ukraine, l'importance accordée à la loyauté envers les partenaires européens. Voilà ce que ça veut dire. En creux, ce serait peut-être bien différent.